Parlons maintenant des démonstrations. On entend parfois « j'ai appris mon cours, mais pas les démos ». C'est une phrase assez contradictoire. En fait, à part dans le cas exceptionnel où la preuve d'un résultat ne figure pas au programme, en raison notamment de sa difficulté, savoir démontrer un théorème n'est pas une option. Vous ne pourrez pas véritablement comprendre un théorème tant que vous n'en aurez pas étudié et compris une démonstration, ou même parfois plusieurs démonstrations, reposant chacune sur des idées différentes ou bien faisant appel à des techniques variées. Le risque encouru si l'on néglige les démonstrations, c'est de ne conserver au final qu'une connaissance très superficielle des théorèmes, car les démonstrations apportent beaucoup d'informations sur la façon dont les choses fonctionnent en coulisses. Les théorèmes mathématiques se présentent donc toujours sous la forme d'une implication. Sous telle et telle hypothèse, on a nécessairement telle conclusion. Une question que l'on doit idéalement se poser, lorsqu'on étudie une proposition ou un théorème, est celle de sa réciproque. Autrement dit, l'énoncé obtenu en échangeant la conclusion avec une ou plusieurs des hypothèses est-il toujours vrai? Si oui, suis-je capable de le prouver? Et sinon, suis-je capable de produire un contre-exemple? Par exemple, considérons l'énoncé suivant. Si petit f est une application de R dans R strictement monotone, alors f est injective. Il serait largement d'exagérer de qualifier cette proposition de théorème tellement ce résultat est évident. En effet, une application strictement monotone, qu'elle soit strictement croissante ou bien strictement décroissante, ne prend évidemment jamais deux fois la même valeur. Autrement dit, elle est injective. Mais réciproquement, une application de R dans R qui est injective est-elle nécessairement strictement monotone? Un instant de réflexion vous prouvera que non, avec un contre-exemple dans ce style. Après cela, vous pouvez vous intéresser à ce qu'on appelle une réciproque partielle. Ça veut simplement dire que dans la mesure où la réciproque est fausse, comme on vient de le constater, eh bien on va chercher à rajouter une hypothèse supplémentaire, aussi légère que possible, pour obtenir un nouvel énoncé, mais qui soit vrai. Et dans ce cas précis, une solution consiste à rajouter l'hypothèse de continuité. Mais la preuve n'est pas immédiate, et c'est un théorème à part entière. Toute application de R dans R qui est à la fois injective et continue est strictement monotone. Toujours à propos des théorèmes, voici maintenant ce qui me semble être le point le moins évident. Vous devez, lorsque vous étudiez un théorème, essayer de mesurer sa sensibilité aux hypothèses. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, il s'agit de se demander si, lorsqu'on supprime une hypothèse, ou qu'on l'affaiblit un peu, la conclusion du théorème est préservée ou non. Il se peut dans certains cas que la suppression d'une hypothèse ou son affaiblissement ne fasse pas disparaître la conclusion. Cela signifie alors qu'on a trouvé une version plus forte du théorème. Mais attention, ce gain a généralement un coût. Il imposera qu'on adapte la preuve, ce qui pourra entraîner de sérieuses complications. Il se peut aussi que l'altération d'une hypothèse fasse perdre la conclusion. Et dans ce cas, il faudra trouver un ou plusieurs contre-exemples qui témoignent de cela. Considérons par exemple le théorème suivant. Si AB sont deux réels, vérifiant A strictement plus petit que B, et si F est une application continue du segment AB dans R, alors F est borné et atteint ses bornes. Sans l'hypothèse de continuité, la conclusion n'est pas conservée. Il se peut en effet que F ne soit pas borné, ou bien borné, mais que ces bornes ne soient pas atteintes. Et en remplaçant le segment AB par un intervalle d'une autre nature, c'est-à-dire non borné, ou bien borné mais ne contenant pas ces deux bornes, on peut également perdre la conclusion. Voici un premier exemple, et en voici un second. Et voici même un exemple d'application continue sur un intervalle semi-ouvert qui est borné, mais qui n'atteint aucune de ces deux bornes. En résumé, on doit, lorsqu'on apprend son cours, se poser en permanence des questions. Je pense que c'est la seule façon intelligente et surtout fructueuse de travailler. On n'apprend certainement pas un cours de maths en le récitant par cœur. Ce que vous devez faire s'apparente assez peu à un processus de mémorisation,
vous devez retenir un petit nombre d'idées clés et ensuite solliciter votre capacité de déduction logique bien plus que votre mémoire. Bien sûr, on ne peut pas nier ou sous-estimer le rôle de la mémorisation. D'ailleurs, avec le temps, on finit par retenir par cœur de nombreux résultats et de nombreux détails techniques, mais disons que l'intention première n'est pas de mémoriser, mais plutôt de comprendre, et de comprendre en profondeur. Quant à la mémorisation, j'y reviendrai un peu plus loin. Il m'arrive de dire à mes étudiants qu'ils doivent travailler leur cours en y cherchant des erreurs. Bien sûr, c'est un peu une boutade, mais il y a du vrai là-dedans. Car votre esprit critique doit être en éveil de manière permanente lorsque vous lisez un texte mathématique, qu'il s'agisse de votre cours, d'un corrigé trouvé sur le net ou dans le commerce, ou encore d'un article publié dans une revue spécialisée. Bref, le bon état d'esprit n'est donc pas la confiance aveugle dans les propos de l'auteur, mais plutôt le doute. Bien sûr, un doute intelligent, mesuré, prudent, une manière de questionner le texte et de rejeter toute forme de lecture passive. Disons maintenant un mot à propos de la recherche d'exercices de maths. Voici une autre question qu'on entend assez souvent dans la bouche des étudiants. Dois-je commencer par chercher des exercices avant même de commencer à étudier le cours? Ou bien dois-je plutôt bosser mon cours à fond avant d'attaquer le premier exercice? Pour moi, ces deux positions opposées ne sont vraiment bonnes ni l'une ni l'autre. Et la solution se situe quelque part à mi-chemin. Je pense qu'un bon cours doit nécessairement inclure un certain nombre d'exercices. Il ne doit pas s'agir d'exercices qui requièrent d'astuces particulières ni des initiatives élaborées, comme par exemple aller chercher 2 ou 3 résultats très éloignés dans le cours et les combiner entre eux. Non, il doit s'agir simplement d'exercices d'application immédiate du cours, donc des exercices assez simples. Et de cette manière, dès qu'une nouvelle notion est rencontrée, elle est aussitôt manipulée de manière active, ce qui contribue à accélérer le processus d'assimilation, tout en permettant de vérifier qu'on a compris de quoi on parle, qu'on ne commet pas de confusion grossière ni de contresens. Dans un second temps seulement, on devra aborder des exercices plus complexes. Ce travail-là est assez souvent vécu comme une véritable épreuve par beaucoup d'étudiants, qui n'ont presque jamais été habitués à se creuser vraiment la tête pour traiter une question un peu coriace. J'observe d'ailleurs assez souvent, surtout en début d'année scolaire, l'attitude qui consiste à chercher quelques minutes et puis, si rien ne se passe, à abandonner définitivement les recherches. Il faut au contraire accepter la difficulté et se donner du temps supplémentaire de réflexion. Quitte bien sûr à laisser tomber temporairement, mais à condition d'y revenir un peu plus tard. Et le jeu en vaut la chandelle, car un bon sujet d'exercice est généralement choisi pour apporter quelque chose, un résultat utile ou l'illustration d'un phénomène particulier. C'est en tout cas bien souvent l'occasion d'approfondir ses connaissances. Et lorsqu'on pense en avoir terminé avec un exercice, il faut s'interroger. Qu'est-ce que cet exercice m'a finalement appris de nouveau? De quelle manière ces nouvelles connaissances viennent-elles s'imbriquer avec celles dont je disposais jusque-là? J'ai expliqué un peu plus haut que la recherche d'un exercice difficile méritait d'être étalée dans le temps. Évoquons donc un peu cette question du temps, justement. Une première chose à comprendre, surtout pour vous qui préparez des examens universitaires ou des concours d'entrée à de grandes écoles, c'est qu'il faut étudier chaque notion pour qu'elle soit utilisable loin dans le temps. Pas seulement pour le DS du lendemain ou bien l'interrogation orale du surlendemain, mais pour dans plusieurs mois. Il faudra que ces connaissances soient emmagasinées, structurées et interconnectées dans votre esprit de manière à être disponibles et pleinement opérationnelles le moment venu. Pour parvenir à ce résultat, il n'est pas question d'expédier la phase d'apprentissage. Il faut au contraire l'étaler dans le temps, procéder par couches successives et se laisser le temps d'assimiler. Notre cerveau est un formidable instrument pour apprendre, encore faut-il s'en servir correctement, en respectant quelques principes simples.